retour sur le plateau du grand format à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Les enjeux sont multiples et les attentes des populations particulièrement fortes. Après 10 jours de campagne électorale, l'heure est désormais aux analyses dynamiques des candidats, mobilisation des électeurs, crédibilité du scrutin et perception internationale du processus démocratique béninois. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'ambassadeur Francis Gabriel Oké, ancien chef de la division assistance électorale et ex-représentant permanent de l'organisation auprès de l'Union africaine. Il a été pendant près de 20 ans au cœur de l'organisation et du déploiement des missions d'observation électorale en Afrique de l'Ouest. Avec lui, nous allons décrypter les enjeux de cette élection présidentielle, analyser le déroulement de la campagne, nous interroger sur le taux de participation attendu et passer au crible les projets de société des deux duos candidats. Il va nous livrer également son regard sur le bilan du président Patrice Talon et sur les capacités du candidat Romia Douadaï. Enfin, alors qu'une mission d'observation de la CEDEAO est actuellement déployée au Bénin, notre invité va nous expliquer son rôle, son fonctionnement et l'importance de ces dispositifs dans la consolidation de la démocratie. Ambassadeur Francis Gabriel Oké, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes par ailleurs conseiller principal Afrique du Centre européen pour l'appui électoral. Votre parcours en matière de gouvernance électorale dans la sous-région est impressionnante. Et puis, le Bénin doit être sans doute fier de vous. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, à quelques jours de l'élection présidentielle au Bénin, quel regard portez-vous justement sur le climat politique actuel au Bénin ? Merci de m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer sur le climat politique actuel au Bénin. Et d'entrée de jeu, je vais d'abord voir le climat politique au Bénin ne peut être apprécié sans tenir compte d'où nous venons. Si vous prenez le climat politique qui a existé dans notre pays de 60 à 72, nous avons connu une certaine instabilité politique et qui a caractérisé notre pays, et ce qui a conduit à la révolution de 1972 où nous avons connu une stabilité politique due au régime marxiste-léniniste. Mais cette stabilité a connu ses limites, et en 90 il y a eu la conférence nationale, d'où le renouveau démocratique. Et c'est de là que le multipartisme intégral, la démocratie, a vu son application dans notre pays dans sa version la plus originale. Alors, de 90 à 96, nous avons eu un président qui était décidé à modifier les habitudes, à reconstruire le pays parce qu'il avait hérité un pays en pleine catastrophe. Il s'est mis au travail, mais le même politique, les mêmes politiciens qui l'ont ramené, l'ont descendu en 96, parce qu'il y avait de la rigueur, parce qu'ils voulaient mettre la rigueur dans la gestion. Et l'ancien président Kérékou est revenu, a fait 10 ans, et pendant ces deux mandats, c'était relax, et chacun pouvait faire ce qu'il veut. Donc, ensuite, nous avons eu un président technocrate qui a suivi et qui a commencé par mettre de l'ordre pendant le premier mandat. Le premier mandat, et je pense que lui-même, il s'est mis au travail. Et les mêmes politiciens l'ont encerclé pour le second mandat. Et d'où nous venons en 2016 maintenant. Voilà un président qui a tiré le son de tout ce qui s'est passé depuis 60 et de toute cette trajectoire que nous avons traversée pour maintenant imposer et donner une autre ligne. Et c'est pour ça qu'en 2016, la ligne était la rupture. Personne ne se pose la question, c'est rupture par rapport à quoi? C'est rupture par rapport à nos habitudes et correction de nos habitudes pour pouvoir relancer le pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que nous sommes en train de vivre une période électorale inédite, un contexte électoral inédit, où c'est la première fois que vous voyez que 2 candidats au premier tour.
Ça doit nous interpeller. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour une élection transparente, inclusive et apaisée? Qu'est-ce qu'il faut pour une élection transparente? Il faut des institutions, il faut un cadre légal, il faut des institutions, ce qui existe, les institutions existent et chacune fait son travail. Et il faut des lois. Les lois ont été votées à l'Assemblée, quelle que soit l'explication qu'on se donne ou l'interprétation ou les inquiétudes que les gens ont eues en ce moment à l'Assemblée. Dès lors que la loi est votée, elle s'impose à tout le monde. Donc aujourd'hui, je peux vous affirmer que les conditions pour une élection apaisée sont réunies dans notre pays. Alors, et comment vous observez le déroulement donc, de la campagne électorale qui, on va dire, nous sommes au 10e jour aujourd'hui de la campagne électorale? Oui, nous sommes effectivement au 10e jour de la campagne électorale que je suis en train de suivre depuis. Et je pense que la campagne électorale, son déroulement doit être apprécié à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'organisation des institutions qui sont chargées d'encadrer cette campagne. Et de ce point de vue, nous pouvons féliciter la HAC qui a identifié des sujets précis à chaque passage d'un candidat. Ça ne se passait pas ainsi. Donc, chaque candidat doit se prononcer sur des sujets qui tiennent à cœur les citoyens de notre pays. Ça, je pense que c'est une avancée. Nous avons une commission électorale autonome qui s'acharne parce que il faut reconnaître quand même que cette commission n'est pas à sa première expérience. Il y a eu des techniciens qui rompus à la tâche, qui s'attachent à mettre tout en œuvre pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Ensuite, il y a les citoyens. Les citoyens, je pense que les citoyens suivent les candidats de leur choix. Les citoyens suivent les candidats de leur choix et chaque citoyen et chaque candidat donne son message. Et les meetings, jusque-là, nous n'avons pas constaté qu'il y a eu de clash entre des manifestants d'un candidat contre d'autres. Donc, et ça, c'est des trucs qu'on remarquait avant, à des sourcils, il y a quelques années. Mais je pense que cette fois-ci, chaque militant, chaque citoyen suit le candidat qu'il veut, participe au meeting. Et il y a quelque chose, il y a un aspect que nous devons mettre en exergue, c'est le fait que les professionnels d'organisation des meetings dans les quartiers qui se font des représentants du quartier et prennent les sous chez les acteurs pour mobiliser, je pense que cette histoire a été mise de côté puisque le poids de l'argent quand même a été réduit. Même si les gens continuent de réclamer et que l'argent circule pendant la campagne, je pense que c'est une bonne chose que le poids de l'argent soit diminué. Parce que un pays comme le Cap-Vert, par exemple, et quand vous leur demandez quand vous demandez à la commission électorale s'ils n'ont pas peur que les électeurs soient corrompus ou que même leur personnel électoral soit corrompu, ils vous demandent mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ça veut dire que l'argent a été démystifié dans le processus électoral dans ce pays et je pense que c'est ce que nous essayons de vivre. Ce n'est pas encore parfait, mais je pense qu'aujourd'hui, les citoyens y vont de leur propre gré. Et même si on leur donne le transport, bon, c'est possible. Mais ce n'est plus comme avant où l'argent est la raison même de la présence des citoyens dans les meetings. D'accord. Le taux de participation est souvent un indicateur clé dans la vitalité démocratique. On va dire, quelle analyse faites-vous de la mobilisation des électeurs? Oui, la mobilisation des électeurs, mon analyse, je pense que au début de la campagne, c'était un peu timide. Mais de plus en plus, vous voyez qu'il y a une montée en puissance et je suis sûr que la semaine prochaine, le ton sera encore plus élevé que cette semaine. Et chaque candidat essaie de diffuser son projet de campagne et des éléments clés qui concernent les citoyens et dans leur zone, vous allez voir que les candidats spécifient leur discours par rapport aux zones ou aux villages dans lesquels ils vont.
Je vois des candidats qui, quand ils arrivent dans une zone, ils disent « Votre zone, vous êtes plus avancé dans telle culture ou dans tel domaine, si c'est le domaine touristique ou le domaine agricole. Donc, nous allons essayer de vous renforcer, la productivité dans ce... » Donc, je pense que les candidats, les discours sont très techniques, économiques, et il n'y a pas une différence d'idéologie de fond, mais une différence d'approche des problèmes que vivent les électeurs. Et quelles pourraient être les conséquences d'une faible participation sur la légitimité du futur président? Oui, et concernant la faible participation, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de percevoir la conséquence. Oui. Donc, parce que une faible participation peut être due à un manque de sensibilisation des électeurs. La faible participation aussi peut être due au fait que les électeurs se disent, bon, ben, on connaît déjà le gagnant, comme on dit souvent en Afrique, que quand on organise les élections, on connaît déjà le gagnant avant les élections. Donc, dans ces cas, ça peut démotiver le citoyen. Le citoyen aussi peut ne pas participer parce qu'il ne se retrouve pas dans le programme des candidats ou dans ce que développe le message des candidats. Voilà. Mais moi, je pense que la qualité de la participation doit primer sur le nombre de participants, parce qu'on peut avoir une masse de participants qui ne comprennent même pas les projets, mais qui sont sortis voter massivement parce qu'il faut voter. Maintenant, la qualité de ceux qui sortent doit être la raison de nos analyses. Et je pense que, en dehors de ça, le taux de participation, quand même, en Afrique, si il est faible, c'est un sujet de préoccupation pour l'électeur lui-même, parce qu'il ne se sent pas trop confortable. Et ça donne des raisons aux perdants de le critiquer sur la base du faible taux de participation et qui n'est pas élu et qui n'a pas la légitimité confortable pour exercer. Je profite pour vous donner un exemple. Nous étions au Ghana aux élections et je suis parti au nord du Ghana observer et j'ai vu une nette différence entre les infrastructures que je vois de route qu'on voit à Accra. Mais on ne dirait pas qu'on est au Ghana. Et j'ai appelé le conseiller du spécial du président. Et je lui dis, mais vous n'avez rien fait dans cette zone. Et il dit, mais ces gens-là, ils ne votent pas pour nous. J'ai dit, mais vous êtes là pour tout le pays, pas pour des gens qui votent pour vous. Il dit, mais c'est parce que tu n'es pas politicien, c'est pour ça que tu dis ça. Juste pour vous faire rire. D'accord. On va voir un peu donc, le contenu donc, des projets de société, donc des deux duos en lice pour la présidentielle. Quel regard portez-vous justement sur les différentes propositions? Oui. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que les propositions ne sont pas basées sur une différence idéologique. Oui. Ça, je pense que la majeure des partis des Béninois seront d'accord avec nous. Maintenant, chacun attaque les problèmes selon son approche. Alors, d'un côté, vous avez un candidat qui estime qu'il faut être plus proche des électeurs et qui estime que lui, il ne va pas nous construire un hôpital 5 étoiles, par exemple. D'un côté, vous avez un candidat qui tient un discours de continuité. Et sur ce point, je voudrais m'arrêter pour dire le discours de continuité a de la valeur quand vous vous basez sur un bilan qui vous arrange et qui est positif. Nous avons vu aux États-Unis, mais qu'est-ce qui a fait que Trump a été élu? Parce que les démocrates, durant leur mandat, ont offert le bilan n'était pas ce que attendaient les Américains. Donc, si vous êtes candidat d'une mouvance et que le bilan est positif, vous êtes confortable pour révéler tout ce qui a été fait durant votre mandat. Et c'est ce qui se passe d'un côté du candidat. Et l'autre estime que, il faut un changement. Bon, nous avons eu aussi des changements dans ce pays, mais personne ne dit quel est le contenu du changement qu'il apporte. Alors,
actuellement, les Béninois auront à choisir entre la continuité et le changement. Alors, et voilà, la continuité, le bilan, chaque Béninois fera son bilan à son niveau. D'accord. Et ceci pourra déterminer son choix le dimanche prochain. D'accord. Vous, personnellement, comment appréciez-vous le bilan donc, du président Patrice Talon pendant, on va dire, les 10 dernières années? Pendant les 10 dernières années, le bilan du président Patrice Talon, d'entrée de jeu, je peux vous dire, le président Talon, quand il envisage de faire quelque chose, il le fait. Il met tout en œuvre pour le faire. Alors, quand il a annoncé qu'après son second mandat, il se retire, personne n'a cru. La plupart des gens n'ont pas cru en lui. Même à l'extérieur, quand on m'interpelle, on me dit « Oh, mais tu es sûr qu'il partira ?» Je dis « Mais il a dit qu'il part, il partira. » Donc, aujourd'hui, nous voyons qu'il a pris les dispositions de son départ. Il a désigné un dauphin qu'il ne suit même pas dans la campagne. Il ne le suit même pas dans la campagne. Je pense que tout ceci fait de lui quand même un homme d'État respectable. Et je l'avais déjà remarqué, parce que lors des sommets, les rares fois que le président Talon participe au sommet, je vois l'attitude des chefs d'État, de la plupart des chefs d'État, qui l'adulent presque. Et même à un sommet de l'Union africaine à Nairobi, mais nous étions là quand le président du Kenya a appelé le nom de notre président comme champion de la nutrition scolaire. Ce que nous-mêmes, Béninois, nous ne savions pas. Bon, donc, de ce point de vue, je pense que le bilan du président Talon est un bilan positif, d'une part, mais qui a quand même des éléments, parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Et lui-même, il a dit, il fera ce qu'il pourra. Et donc, je peux considérer que le président Patrice Talon a dessouché, a mis les bases pour que le développement du pays puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de démocratie sans arrimer au développement. On ne peut pas parler de démocratie sans développement aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des critères qu'il faut pour une démocratie. Il faut l'inclusivité, il faut la liberté d'expression, il faut ceci. Mais ces droits dont les citoyens ont besoin, mais c'est que les citoyens doivent se rendre compte qu'ils ont aussi des devoirs. Parce que quand on dit liberté d'expression, ça ne peut pas être une liberté à la livresse, ce n'est pas du liberticisme. D'accord. Oui? On sait que dans la sous-région, la sollicitation donc, du 3e voire 4e mandat donc, est devenue presque donc, la règle dans la sous-région. Le Bénin a fait encore exception. Est-ce que dans les régions, donc dans les réunions régionales que vous organisez souvent avec d'autres chefs d'État, est-ce que l'exemple du Bénin a été suffisamment reconnu? Ah oui, bon, je peux vous assurer que l'exemple du Bénin, aujourd'hui, et quand on parle du Bénin, et les gens y réfléchissent deux fois avant de critiquer. Je peux vous donner des exemples. Dans mon bureau, les diplomates nigérians, quand ils viennent, et je leur dis que je suis béninois, ils disent, mais petit piment, ça veut dire qu'il y a un respect total pour notre pays aujourd'hui, et ce qui fait qu'il y a une certaine attraction. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes les rares pays d'Afrique à assainir nos finances publiques. C'est très important. Et quand vous assainissez vos finances publiques, vous avez une certaine crédibilité. Nous avons des travaux. Moi, je ne veux même pas me baser sur les infrastructures qui sont visibles. Mais le bilan du président Patrice Talon dans l'éducation, les derniers examens au bac, 75%. Est-ce que nous avons jamais connu ce taux d'admission, ce taux de succès? Parce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour que l'éducation devienne de plus en plus efficace. Regardez du point de vue du sport. Le sport aujourd'hui. Nous, depuis notre naissance, nous n'avons jamais vu notre équipe nationale passer le premier cap des tournois de la Coupe d'Afrique. Nous sommes allés jusqu'au quart de finale, quand même. D'accord. Il y a quand même des choses qui... Maintenant, je viens à la cantine scolaire. Oui. La cantine scolaire,
en milieu rural aujourd'hui. Nous sommes une référence. Les dispositions du président Patrice Talon sont une référence pour le programme alimentaire mondial. Quand j'ai rencontré le directeur Afrique du programme alimentaire mondial à Addis Abeba et qu'il a su que j'étais béninois, il dit « Your president is our champion ». Donc, pourquoi ne pas être fier d'entendre de ce genre de choses? D'accord. Ce bilan que vous présentez peut-il être un atout pour le candidat Romuald Wardani? Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un candidat qui se repose sur la continuité. Si le bilan n'était pas positif, il ne pouvait pas se poser là-dessus pour développer ses arguments. Donc, c'est tellement un atout que vous ne voyez pas, quand vous suivez attentivement les meetings du candidat de la continuité, il ne fait jamais référence à son challenger. Lui, il avance, il développe ses projets et ses actions. Tandis que l'autre, le candidat du changement, mais j'entends dire que oui, bon, des gens viennent à nous aussi, mais ceux qui vont vers les autres, c'est mercantile. Donc vous voyez déjà qu'il y a une différence dans l'appréciation et dans l'approche. Celui de la continuité, il sait qu'il a un bilan à vendre et c'est sur la base de ce bilan qu'il développe son programme et qu'il essaie de convaincre. Et un dernier élément, vous voyez les ralliements qui, au début du processus électoral de cette année, de cette élection présidentielle, il y avait des inquiétudes. Parce que on estimait qu'il y avait de l'exclusion, parce qu'il y a le parti, le plus grand parti d'opposition qui a été exclu, et selon les dires. Mais aujourd'hui, que constatons-nous? Aujourd'hui, le citoyen béninois se pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment été exclus quand on les voit dans les mêmes meetings que le candidat de la continuité? Et ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. C'est un élément à prendre en compte et ça fait partie de l'exception béninoise. D'accord, on va parler des capacités donc, du candidat Romuald Wardani. Quel regard portez-vous justement sur le profil de l'homme? L'homme a un profil très technique et il a participé à la gestion. Il était au cœur de tous les dossiers financiers qui ont permis d'avoir un bilan quand même vendable. Donc, je pense que du point de vue profil, moi, je n'ai pas de réserve, sauf qu'il aura des défis à gérer, la gestion des hommes. Parce qu'il y a une multitude de soutien aujourd'hui, et dès qu'il aura le pouvoir, il faudra qu'il puisse s'imposer à tous ceux-là et qu'il puisse assumer une certaine cohésion. Comme le président Patrice Talon l'a fait. Parce que ce n'est pas facile de gérer les Béninois. D'accord. On va plonger maintenant dans votre marigot, ce que vous savez faire de plus, la gouvernance électorale, une mission d'observation au Bénin depuis quelques jours dans le cadre donc, de cette élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 12 avril prochain. Quelle est l'importance d'une telle mission dans un pays comme le Bénin? Oui, l'importance d'une telle mission, c'est que cette mission est déployée sur la base d'un protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, protocole auquel le Bénin a adhéré entièrement. Et donc, ce n'est pas la première fois que le Bénin reçoit une mission d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine, de SENTSAD. Et en plus de ça, de ces différentes missions d'observation, nous avons des missions d'échange de bonnes pratiques. Et l'Association africaine des autorités électorales va déployer une dizaine de commissions électorales d'Afrique australe, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest dans notre pays pour venir s'imprégner des réalités électorales de notre pays et voir les bonnes pratiques qui peuvent... Donc, et ce genre de mission d'observation, c'est nécessaire pour assurer la crédibilité des élections. Les missions d'observation, c'est des missions qui sont témoins, qui viennent témoigner d'abord que le processus respecte le cadre légal du pays, ensuite que le processus respecte les standards internationaux et que les aspects de transparence, d'inclusivité
et de toutes les autres conditions de démocratie sont... Et quand nous parlons d'inclusivité, nous nous limitons seulement à l'inclusivité de toutes les forces politiques en présence. Mais l'inclusivité aussi doit prendre en compte les personnes handicapées. Parce que nous étions à un séminaire sur l'implication des personnes handicapées dans le processus électoral, où un albinos s'est levé pour dire oui, vous parlez d'inclusivité, mais nous sommes toujours exclus du processus électoral. Pourquoi? Parce que le processus, le jour du vote, c'est de 7h à 18h. Mais à cette période, nous n'avons pas une visibilité nette pour pouvoir aller voter. Mais aucun code, aucune disposition électorale ne nous prend en compte. Toute la salle était refroidie parce qu'on n'a jamais pensé à cet aspect. Oui, l'accessibilité également donc des centres de vote par l'accessibilité des centres de vote dans plusieurs pays, les dispositions sont prises pour que les bureaux de vote ou les centres de vote soient accessibles à tout le monde. Et je pense que les centres de vote au Bénin sont quand même accessibles. Il y a des zones difficiles d'accès pour les équipes, le personnel électoral, mais les dispositions sont souvent prises pour mobiliser les moyens de transport adéquats. Donc maintenant, c'est l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc, et ça, je pense qu'il faut une logistique spéciale parce qu'il faut des rampes, il faut faciliter leur accès. Mais pour les aveugles, les personnes, les malvoyants, je pense que les dispositions, la technique a évolué si bien qu'il y a des bulletins conçus spécialement pour eux. Et de ce côté, il y a eu une évolution notable. D'accord. Alors, vous avez été, je le disais, pendant près de 20 ans au cœur de ces missions d'observation électorale. Quel enseignement majeur tirez-vous de cette expérience? Oui, je pense que le premier enseignement que je tire, c'est que les missions d'observation, je pense que il faut qu'on aille au-delà. Mais la contrainte, c'est que il y a la souveraineté des États. Et l'organisation des élections, l'opération électorale est du ressort de l'État. Sinon, le fait, on nous reproche de plus en plus d'être témoins et de ne pas, dans nos conclusions, de ne pas aller au fond. Mais il faut reconnaître que c'est juste un échantillonnage et que les missions d'observation, normalement, pour une mission efficace, c'est pour ça que nous avions imposé en notre temps une mission à long terme, parce que les gens nous reprochent que nous venons à la veille et nous venons dire que malgré les irrégularités et tout se passe. Donc nous avons dit il faut déployer des experts plutôt pour faire des analyses de l'évolution, parce que beaucoup de choses se passent avant. C'est pour ça qu'actuellement la CEDEAO a des experts qui sont là pour en mission à long terme, pour revoir. Et de l'autre côté, nous avons aussi initié la mission d'évaluation par les pairs. C'est pour ça que des commissions électorales d'autres pays viennent aussi pour soutenir leurs collègues du pays et aussi pour attirer leur attention sur des aspects qui pourraient amener des litiges à la fin du processus. Et avez-vous constaté une évolution dans la pratique électorale en Afrique de l'Ouest ces dernières années? Non, mais il y a une nette évolution. Aujourd'hui, même la liste électorale, elle est informatisée dans presque tous les pays. Et le problème de transfert électronique des résultats, c'est là qu'il y a un hic, parce qu'il y a eu une évolution, mais les tests n'ont pas suivi dans la plupart des pays. Si bien que certains acteurs politiques estiment que, par exemple, qu'il faut que la commission électorale attende le dernier procès verbal avant de publier les résultats. Or, de nos jours, avec l'Internet et tout, le même jour ou le lendemain, les résultats peuvent être connus. Mais il faut des dispositions légales pour permettre à la commission de passer outre
histoire de procès verbal et pouvoir donner le résultat provisoire. C'est un défi pour les États. Oui, c'est un défi pour les États et je pense que les dispositions seront prises pour pouvoir résoudre ça. D'accord, on va finir avec votre mot de fin, peut-être un message à l'endroit des acteurs politiques à une semaine donc de la présidentielle. À une semaine de la présidentielle, je pense que les acteurs politiques ont le devoir de parler sincèrement aux populations et pour qu'elles sortent. Parce qu'en Afrique, un bon taux de participation quand même rassure l'élu et le rend plus confortable et empêche le perdant d'avoir des arguments contre lui. Ensuite, un mot aux électeurs pour que nous sortions massivement pour aller voter parce que le vote, c'est l'expression de votre citoyenneté d'abord et c'est votre contribution. Le premier pas de votre contribution à la désignation de celui qui va vous diriger. Mais si nous faisons abstention, souffrez que ceux qui sont sortis aillent voter et qui sont allés voter soient fiers de celui qui sera élu. Donc moi je pense que mon mot de fin c'est d'inviter le peuple, les citoyens à sortir massivement pour aller voter et l'allure que prennent les campagnes et la montée en puissance la semaine prochaine, je pense que le taux de participation sera quand même raisonnable et pour mettre le gagnant confortable. D'accord. Merci à vous, ambassadeur Francis Gabriel Oké, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, ancien représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine. Vous avez été, faut-il le rappeler, pendant près d'une vingtaine d'années au cœur de l'organisation et de suivi des processus électoraux en Afrique de l'Ouest. Vous êtes actuellement conseiller principal Afrique du Centre européen pour l'appui électoral. Merci pour ce partage d'expérience. On va dire excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, avant de recevoir notre analyste politique Stéphane Akin-Rosso, on va parler très rapidement de la mobilisation des électeurs sur le terrain en faveur du candidat Romuald Wardani. C'est avec Benjamin Adé, membre de l'amicale Waro. On va l'installer. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. À quelques jours de l'élection présidentielle du 12 avril, la campagne électorale franchit un cap décisif sur le terrain. La mobilisation s'intensifie et prend des formes nouvelles aux côtés des partis politiques traditionnels, des mouvements et associations de jeunes s'imposent désormais comme de véritables relais d'influence. C'est le cas de l'amicale Waro, particulièrement active dans plusieurs localités du pays et engagée dans la mobilisation en faveur du duo Wardani-Talata entre campagnes de proximité, sensibilisation des électeurs et actions citoyennes. Ces mouvements contribuent à dynamiser la participation électorale, un enjeu crucial dans ce scrutin. Pour en parler, nous recevons Benjamin Adé, membre actif de l'amicale Waro. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, comment vous vous portez?
super bien. Alors dites-nous, dans quel contexte ce mouvement est-il né et quels sont les principaux objectifs de l'amicale Waro? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer. Et l'amicale Waro est née en octobre 2019. Et après le gouvernement de Patrice Talon, le premier quinquennat du gouvernement de Patrice Talon, au cours de ce premier quinquennat, après 3 ans d'exécution, on a dit bon, il faut mettre en place quelque chose pour accompagner ce gouvernement. On ne doit pas être forcément acteur politique avant de contribuer au développement de son pays. C'est dans ce contexte, avec l'appui de FEPE Nestor Wadaï, ensemble nous avons mis en place l'amicale Waro, qui vise 2 objectifs principaux. D'accord. Le premier objectif, c'est de contribuer au bien-être socio-économique de la population béninoise. Le second, c'est de porter au soir du 12 avril 2026 un jeune compétent ayant participé au gouvernement de Patrice Talon qui puisse contribuer aux actions que le président Patrice Talon a mises en œuvre. C'est dans ce choix que nous avons identifié ce deuxième objectif. D'accord. Et comment vous expliquez cette mobilisation donc, autour du duo Wadaï-Talata? Il faut avouer, depuis l'indépendance de notre pays, c'est pour la première fois qu'un jeune, je dis un président sortant, porte sa confiance sur un jeune. Oui. Et à travers la candidature de notre président Romuald Wadaï, il incarne la jeunesse béninoise. Nous constatons que le président Patrice Talon a donné cette confiance à cette jeunesse. Cette jeunesse qui, depuis des années, est laissée au second plan, est reléguée par le politique au second plan, alors que c'est le fer de lance du développement de notre pays. En matière politique, cette jeunesse était laissée. Et c'est l'occasion pour nous, avec cette confiance que le président Patrice Talon a accordée à Romuald Wadaï, c'est l'occasion pour toute la jeunesse d'accompagner le candidat Romuald Wadaï, qui est technocrate, bon train et rigoureux dans son domaine, et a vu en quelques semaines sa courbe de popularité monter au sein de la population. Alors, oui. À côté de lui, avoir sa policière, une dame, Madame Mariam Tabi Talata, avec son expérience de vice-présidente, ce qui traduit l'égalité des sexes, l'inclusion et la promotion de la femme. D'accord. Qui finance les activités de l'amicale Waro? C'est une question cruciale, il faut l'avouer. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, et nous devons remercier un partenaire politique, et le mouvement Waro 2026 avec le coordonnateur national Serge Dossiro. Et nous allons remercier notre marraine, Madame Amel Couton, le conseiller politique senior, M. Joe Tinto, et à tous et tout honneur, la coordination nationale qui m'entoure et les coordonnateurs départementaux qui ne cessent d'aménager aucun effort pour mettre la main dans la poche afin de financer nos activités sur le terrain. Ça veut dire que pour toutes les activités que vous organisez, ce sont des cotisations donc, oui, c'est des cotisations à l'interne qui font fonctionner l'amicale Waro. D'accord. Depuis sûr. Le lancement donc, de la campagne, il y a 10 jours aujourd'hui, que faites-vous sur le terrain? Bon, et il faut avouer que nous agions auprès des électeurs. Et avoir le plan de société du candidat, nous ne pouvons pas intervenir sur tous les piliers. Nous avons pris 2 piliers majeurs sur lesquels nous intervenons. Le premier pilier majeur que nous avons pris, c'est l'industrialisation régionale. Le second pilier, c'est le plan de l'emploi numérique. C'est sur ces 2 piliers que nous... Et comment vous les expliquez justement donc, aux populations? L'idée maîtresse du premier pilier, et c'est la territorialisation de la croissance. Sortir de la concentration économique autour de Cotonou et créer au niveau national des industries. Le candidat a, dans la présentation et dans son projet de société, a diviser le pays en 6 pôles de développement. Les pôles économiques régionaux. Les pôles économiques régionaux. Donc, nous expliquons à la population que l'idée maîtresse aujourd'hui, c'est d'avoir une industrie dans chacune de ces régions, ce qui répond directement au problème de chômage
face à une jeunesse déjà à 60% de la population. Et vous pensez que votre message passe donc, Nous pensons très bien que le message passe et les électeurs le disent très bien. Ce projet et ce pilier a deux objectifs que les électeurs voient que c'est facile d'atteindre. Le premier objectif, c'est lutter contre le chômage. Et le second, c'est freiner les zones rurales en rendant ces régions économiquement attractives. Le second pilier sur lequel nous travaillons, c'est le plan numérique, le plan de l'emploi numérique. Et l'idée maîtresse aujourd'hui, c'est d'utiliser l'expertise numérique du Bénin et faire de notre pays dans la sous-région une boule technologique. D'accord. Et pourquoi insistez-vous sur le fort taux de participation? Oh oui, nous insistons effectivement sur le fort taux de participation. Parce que quand nous prenons en 2016 le taux de participation avec l'élection du président Fatalon, c'était de 75%. Et le candidat Romuald Wadaye est porté par ce même candidat. Et il n'est pas acceptable que nous ayons un taux de participation inférieur à son mentor. Le contexte n'est plus le même, et le président ou bien le candidat Patrice Talon avait en face de lui donc plusieurs d'autres candidats portés par les partis politiques, les jeunes, les mouvements comme l'Amical Waro. Aujourd'hui, il n'y a que 2 duos en liste. Est-ce qu'on peut viser donc les mêmes objectifs? Nous pouvons viser les mêmes objectifs. Il y a 2 duos, effectivement. Le duo en face et notre candidat. Vous voyez l'affluence qu'il y a autour aujourd'hui de notre candidat. Nous voulons que cette affluence ne soit pas juste théorique. Il faut traduire cette affluence dans la pratique par un fort taux de participation pour rendre plus légitime l'élection de notre candidat. D'accord. Oui. Et que va devenir l'Amical Waro après la présidentielle? Oui, avant la présidentielle, l'Amical Waro existait. Et nous ne sommes pas nés juste pour la présidentielle. Nous sommes nés pour perdurer dans le temps. Après les élections, l'Amical Waro va continuer dans ses actions sociales sur le terrain. Et nous enrichissons de la trêve politique de 7 ans pour effectivement montrer que Amical Waro n'est pas juste pour les élections présidentielles. D'accord. Un mot pour finir. Et pour finir, je vais m'adresser aux primos électeurs, les inviter à sortir massivement. C'est leur première expérience de voter. Il faudrait qu'ils aillent voter utile en portant le choix sur le seul candidat qui connaît mieux les solutions, les solutions à leurs problèmes. C'est le duo Wadaye Talata. Ils n'ont qu'à sortir massivement au soir du 12 avril pour porter à la magistrature suprême notre candidat. Merci à vous, M. Benjamin Adé, membre de l'Amical Waro, l'un des mouvements politiques engagés pour l'élection du candidat Romuald Wadaye le dimanche prochain. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est le moment de recevoir Stéphane Arieno-Rosso. C'est notre invité média. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité nationale. On va parler exclusivement politique. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle.
Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Mesdames et messieurs, c'est l'instant décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média qui vient de s'installer, Stéphane Arin-Rosso. Bonjour. Bonjour Idrissou. Analyste politique et directeur de publication du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être avec nous. Alors, près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain pour élire le nouveau président et vice-président de la République pour les 7 prochaines années. La campagne, elle est à son 10e jour aujourd'hui. Comment est-ce que vous observez la ferveur sur le terrain? Oui, ferveur de façon très objective. Je dirais que le concept de ferveur doit être relativisé par rapport à ce qu'on observait. Et quand j'observe la manière dont la campagne se déroule, je me dis que les coordinations, les différentes coordinations, que ce soit dans le camp de la majorité présidentielle ou de l'opposition, les coordinations se sont juste limitées à travailler pour accueillir les candidats, les duos de candidats. Parce que dès lors que les candidats sont accueillis et présentent le projet, échangent avec les populations, après leur passage, c'est comme si la campagne est bouclée. La campagne est bouclée. Or, en principe, la logique devrait être de maintenir le contact avec les populations. Après le passage des candidats, il faut que les coordinations organisent des meetings, des trucs là pour pouvoir maintenir le contact avec les populations. Et puis bon, ça ne s'observe pas. Voyez-vous, ce qui se fait par rapport au candidat Romuald Wadayi au nord, il a quitté le nord pour venir vers le sud. Vous voyez, à Cotonou, c'est carrément... Pendant ce temps, tous les acteurs politiques sont là. Et donc, je me dis que cette organisation de la campagne, pour moi, me laisse un peu perplexe. Maintenant, c'est à eux de voir la logique, leur stratégie. Mais le peuple, en fait, aurait bien voulu qu'avant que les candidats ne viennent et ne s'expliquent, qu'il y ait une tendance qui soit maintenue. Mais il faut déjà dire que c'est déjà heureux que les candidats soient en train de sillonner l'ensemble du territoire. La mouvance a préféré quitter le nord pour le sud, l'opposition a préféré quitter le sud pour le nord. C'est tant mieux. Ça montre au moins que l'atmosphère sera maintenue de part et d'autre jusqu'à la fin de la campagne électorale. Je ne sais pas également si cela est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour alimenter tout ça. Mais c'est tant mieux que tout se passe également dans la paix, dans la tranquillité. Alors, cette campagne est-elle axée sur les idées ou la communication? Je pense que c'est les deux. La communication, elle est plus ou moins offensive sur les réseaux sociaux et on observe beaucoup de création de contenu par rapport à tout ce qui se fait par les candidats. Et on observe également que les candidats essaient d'échanger un peu plus avec les populations sur ce qu'ils veulent bien leur offrir. On a vu le candidat Romuald Wadayi échanger avec différentes couches sociales, les chauffeurs, les commerçants, etc. C'est quand même très intéressant en termes de prise de contact pour comprendre les réelles préoccupations des populations. Alors, parlant de la participation électorale, me semble-t-il que c'est l'enjeu capital donc, de cette élection. Pourquoi est-ce que toutes les attentions sont focalisées sur la mobilisation générale? Oui, je pense que c'est peut-être pour légitimer le président qui sera élu, parce que d'une manière ou d'une autre,
c'est une élection présidentielle et cela doit être porté par une dynamique nationale. Et donc, quand vous êtes élu président de la République du Bénin avec un taux en deçà de ce que nous sommes en train de voir, ça ne va pas quand même être très, 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 très intéressant. Et donc, c'est pour cela que toutes les couches sociales se mobilisent. On a vu contrairement à ce qui se passait par le passé, on a vu beaucoup de mouvements aujourd'hui. Et cela a été accepté par les partis politiques. Ils n'ont pas trouvé cela gênant. C'est tant mieux. Maintenant, on a comme l'impression que les partis politiques se sont plus ou moins rétractés. On n'a pas vu beaucoup de partis politiques s'investir. On a comme l'impression que la mobilisation est laissée au seul mouvement. Bon, je ne suis pas vraiment... C'était le cas en 2016, donc avec... Oui, c'était le cas, mais je me dis que les partis politiques, voyez, les mouvements sont plus... ce sont des mouvements peut-être qui sont localisés dans certaines régions, mais les partis politiques ont une assise plus ou moins nationale, et donc les partis politiques ont quand même un rôle très déterminant à jouer dans la mobilisation. Si les mouvements tels qu'on les voit à l'œuvre et les partis se donnent la main, je pense que ça va quand même contribuer à augmenter le taux de participation. Mais la question du taux de participation, ce n'est pas seulement un enjeu qui concerne les acteurs politiques. Il faut pouvoir associer les autres couches de notre société. Parce que ceux qui sont électeurs et qui ne savent pas qu'ils doivent aller au vote là, c'est à eux qu'il faut parler. Il faut aller vers eux, les inciter, les amener à faire le travail. Ceux qui sont patrons, la société civile, tout ça là doit s'impliquer. Si vraiment on veut que le taux de participation soit relevé jusqu'à une certaine hauteur. Et on va profiter pour dire à la population que quand vous refusez d'exprimer votre vote, d'autres vont l'exprimer et peut-être on va élire pour vous un président par défaut. D'accord, on va parler des projets de société des deux duos. Vous avez sans doute suivi Paul Humpert, donc au lancement de son projet de société. Il a été clair, ceux qui pensent que son duo veut faire de la figuration, ceux qui pensent que c'est un match déjà plié, ils se trompent. Paul Humpert pense que c'est un match entre David et Goliath. Est-ce que cette détermination de Paul Humpert vous inspire? Oui, déjà, je fais l'aveu que je fais partie de ceux-là qui pensent que Paul Humpert était une candidature de faire valoir. En fait, je ne croyais vraiment pas en lui parce que quand on regarde un peu ce qui se passait, où on ne l'entendait pratiquement plus, on se demandait où est-ce qu'il est dans le pays. Mais avec ce qui se fait pendant ces jours de campagne-là, je me dis qu'il faut prendre Paul Humpert un peu plus au sérieux. Même s'il n'arrivait pas à tirer son épingle. Peut-il créer la surprise Possiblement. Il faut forcément attendre le soir du 12 avril pour se faire une idée. Maintenant, quand je vois les deux projets de société, je me dis que il y a une différence de nature, de principe. Parce que le projet de société de Romuald Wadaï est un projet de société, je veux dire, si je vais utiliser le langage pédagogique, c'est un projet de société de remédiation. Mais le projet de société de Paul Humpert, c'est un projet de société de contentement. C'est-à-dire que quand vous les écoutez, on a comme l'impression que Romuald Wadaï vient pour compléter ce qui se faisait et essayer de revoir un peu ce qui n'a pas marché. Mais Paul Humpert surfe sur les mécontentements des uns et des autres. Et je me dis que il prend ça peut-être à sa charge pour faire une opération de charme. Et donc, je me dis qu'entre quelqu'un qui opte pour un projet de société conjoncturel, donc un peu qui se sur le moment, et quelqu'un qui offre un projet de société qui s'appuie sur l'existant, il reviendra à la population de savoir ce qui va les intéresser. Quand on prend par exemple le secteur de la santé, Paul Humpert estime que le Béninois n'a pas besoin de chip ni de chic, mais plutôt des hôpitaux de proximité pour permettre donc de soigner la population. Est-ce que là, il n'est pas réaliste? Oui, je pense qu'il est réaliste, parce que bien souvent, quand on fait ces hôpitaux de grand standing, etc., peut-être le Béninois moyen n'a forcément pas les moyens nécessaires pour s'offrir les soins au niveau. Maintenant, quand on écoute le candidat Romuald Wadaï, il dit également qu'il va pouvoir également offrir aux populations ce qu'il a appelé, je crois, les premiers soins d'urgence. C'est-à-dire que quand vous allez dans un hôpital, on ne va forcément plus attendre que vous payiez avant de vous prendre
avant de vous prendre en charge. Donc, dans les deux cas, je pense qu'il y a un intervenant qui est passé tout à l'heure. C'est une question, je me dis, c'est une question d'approche. Parce que l'autre, Paul Humpert, il met l'accent sur le pouvoir d'achat du Béninois lambda, mais l'autre, il veut porter, par rapport à ce qui a été fait, il veut porter notre pays à un certain niveau, mais tout en prenant en compte, je veux dire, cette couche de la société qui a besoin quand même de l'accompagnement ou des subventions de l'État face à certaines urgences sanitaires. Mais par contre, je veux dire que quand on prend, il y a des aspects sur lesquels je pense que le débat peut être fait. J'espère que peut-être il y aura un face-à-face, j'aurais voulu qu'il y ait un face-à-face Wadaï, ça va être quand même très intéressant parce que quand on prend par exemple la question des AME, Paul Humpert dit que lui, il va reverser les AME. Bien sûr. Wadaï dit non, reversement, non, ça ne veut rien dire. Il estime que ce que les AME doivent revendiquer, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Les AME estiment que leur reversement leur reversement est un élément de l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, les deux candidats, là, de façon pratique, qu'est-ce qu'ils offrent aux AME? Et donc, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'aspects sur lesquels, si les deux candidats étaient face à face et que les confrères leur posaient des questions assez pertinentes, je pense qu'ils vont éclairer les populations et ça va encore orienter leur choix. D'accord, on va parler de la situation du parti Les Démocrates pendant que les candidats sont à la conquête de l'électorat. Le parti, donc les démocrates, traverse ces moments de déboire à quelques jours donc, de la présidentielle. Qu'est-ce qui reste encore, Stéphane, donc, de ce parti? Bon, ce qui va rester de ce parti, c'est que le parti finira par, finira par disparaître. Je présume. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, voyez-vous, ce bicéphalisme qu'il y a le parti LD est devenu un parti la désignation de Achade qui est contestée. Oui, Achade dit que lui il est président, l'autre dit que jusqu'à preuve de contraire, il demeure. Il y a un dossier qui est devant, je crois, devant la justice. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont organisé encore, je ne sais pas, un conseil national extraordinaire. Eric qui dit que jamais le conseil, que lui en tant que président intérimaire, il n'a convoqué aucun conseil. Donc je trouve que c'est quand même pas joli. Et le procès est prévu pour le 14 avril. Oui, je pense que je ne voudrais pas leur faire le procès puisque il leur revient de régler le problème entre eux. Mais je me dis que quand vous avez, pour faire sérieux, quand vous avez un dossier qui est pendant devant la justice, vous devez quand même faire l'effort d'attendre la décision de la justice avant de poursuivre, avant d'engager n'importe quel processus. Mais au nom de quoi on engage un processus judiciaire et vous organisez encore un conseil? Moi, ça me pose un problème, ce cafouillage-là. Et tout ça, ça va contribuer à fragiliser davantage le parti parce que ceux qui ne vont pas se retrouver dans cette guerre inutile vont se retirer. Maintenant, écoutez, on est à une élection. Un parti a une position totalement ambiguë. Vous ne dites pas aux gens de sortir pour aller voter. Vous ne dites pas également aux gens de ne pas sortir. Vous condamnez ceux qui sont en train de dire que le parti est en train de faire de la démobilisation populaire. Mais vous ne dites pas clairement que le parti dit, vous ne faites pas un communiqué pour inviter vos militants à sortir. Maintenant, on est dans un contexte où les militants là, même s'ils n'ont pas un candidat, ils sont béninois. Ils vont voter. Ils vont voter pour qui? Maintenant, vous dites que le parti est neutre, mais vous ne donnez pas la possibilité aux militants pour dire, ok. On connaît déjà la position de Eric Houndité. Oui, mais je parle des militants à la base. Bien sûr. Je parle des militants à la base. Le parti dit il est neutre, donc il ne veut ni Wadaï, il ne veut ni Humpert. Mais les militants là, ils vont faire quoi dans ces conditions-là? Il faut qu'on soit suffisamment clair et qu'on soit suffisamment, conséquent. Je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est mon avis et ça m'engage. Je pense qu'il y a eu une politique qui a été conduite juste là pour évincer quelqu'un qui refuse peut-être de partir et ça ne va pas arranger le parti par la suite. Après, Boni Yayi, c'est le déluge, on peut le dire. Je pense que le déluge, ce n'est pas après Boni Yayi. Le déluge était là depuis. Peut-être que Boni Yayi est dépassé par les événements ou
je ne sais pas si sa santé ne le permet plus de supporter toute la pression qu'il y a au sein du parti. Il l'a quitté, il les a laissés. Maintenant, à eux de voir ce qu'ils veulent véritablement faire du parti. Ce qui est sûr, ce qui se passe là montre qu'en réalité, les gens, quand ils se regroupent, ce n'est pas forcément dans l'intérêt de la population. Il y a forcément des intérêts inavoués qu'on ne maîtrise pas, qui les guident. Sinon, qu'est-ce qui vous oppose fondamentalement pour que vous puissiez conduire le parti là? Pourtant, ce parti avait suscité de l'espoir donc, au sein des populations. Oui, et c'est notamment celles qui souhaiteraient voir donc, le changement. Oui, et c'est pourquoi je dis que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que pour un parti politique de l'opposition qui avait suscité autant d'espoir au sein de l'opinion, pour un parti comme ça, on en arrive à ça. On a bien envie de dire tout ça pour ça. C'est totalement désolant et déplorable. Ce n'est pas motivant pour les militants parce que après on va dire que les militants se désintéressent de la chose politique, mais quand les choses se font comme ça, ce n'est vraiment pas intéressant. Alors pourquoi la FCBE a-t-elle du mal à être acceptée par une bonne partie de la population comme étant, on va dire, un parti d'opposition, une alternative? C'est peut-être pour les positions peut-être ambiguës que le parti a eu à un moment donné. Si Paul Rompin, les positions qu'il est en train de prendre aujourd'hui à la faveur de cette campagne électorale, si Paul Rompin avait l'habitude de prendre cette position il y a quelques mois, je pense que ce parti-là serait plus ou moins accepté. Aujourd'hui, Paul Rompin estime que les libertés sont menacées. Avant, il y a le parti Les Démocrates qui avait ce discours. À un moment donné, on a dit que le code là n'était pas bon. On n'a pas vu Paul Rompin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Paul Rompin pouvait réagir et assurer sa proximité avec le parti Les Démocrates. Il ne l'a pas fait. Il s'est détaché. Et donc tout ça n'a pas contribué à renforcer l'opinion que les gens pouvaient se faire. Aujourd'hui, est-ce que Paul Rompin n'a pas raison vis-à-vis des responsables du parti Les Démocrates qui estimaient que Paul Rompin avait des accointances avec le pouvoir en place? Aujourd'hui, pour la plupart, ont appelé à voter pour Wada Yaye. Oui, évidemment. Mais cela est intervenu parce que les gens n'avaient pas réussi à concilier leur position à l'intérieur du parti. Si tout au moins il y avait eu un minimum de consensus, on pouvait... Moi, le problème, ce n'est pas qu'un candidat ou un parti de l'opposition ait décidé de soutenir Wada Yaye ou pas. Ça peut se faire parce que LD s'est opposé à un régime talon. Donc, LD ne s'est pas encore opposé à Wada Yaye puisque Wada Yaye n'a pas encore pris le pouvoir. Et donc, si le parti LD... À leur sein, ils avaient trouvé un minimum de consensus pour aller vers Wada Yaye. Ce qui était considéré comme revendication politique peut devenir des thèmes de négociation après la conquête du pouvoir. Mais ils ne sont pas restés dans cette logique-là. Ils ont préféré ne pas s'entendre et ils sont allés dans tous les sens où vous avez l'éclatement. Aujourd'hui, peut-être que Paul Rompin a raison, mais le combat qu'il fait aujourd'hui, là, j'ai dit qu'il pouvait faire ce combat-là avant. Parce que son discours a du mal à être accepté. On pense qu'il est en train de surfer sur la réalité du moment. Stéphane Ahin-Rossou, analyste politique, directeur de publication du quotidien L'Autre Vision. Merci pour ce regard sur l'actualité politique nationale. On va dire bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 5 avril 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Agbodi, c'est à Bopa. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. On va se retrouver dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.